Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui à Dijon pour vous parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur, c'est l'inaccessibilité. Ah ouais, souvent, en conférence tech, on va plus vous parler d'accessibilité. Moi, au jour le jour, je vois plus d'inaccessibilité. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire qu'est-ce que c'était l'inaccessibilité, il met caractère de ce qui est inaccessible. Cool. Franchement, ça aide. Donc j'ai regardé ce que c'était plutôt l'accessibilité, il dit possibilité d'accéder ou d'arriver à. J'ai dit ouais, pas mal. Donc là on est dans un bâtiment qui est censé être accessible. Je vois que mes comparses en fauteuil roulant ont un traitement un petit peu différent. Ils n'ont pas le droit à une petite table. Et donc je me dis bah ouais, ils ont pu arriver jusque là, c'est cool. J'ai pu arriver jusque là. Je pourrais pas reculer, mais c'est cool. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'expérience, en fait, c'est la même que celle que vous allez avoir pendant cette conférence? Ben non. Et ça me rend un petit peu colère, quoi. Typiquement, il y a eu en 2005 une loi qui a imposé que les bâtiments soient accessibles. Ça, c'est une photo que j'avais déjà dans ma première conf il y a 1 an et demi, où je parlais de mon expérience en tant que développeuse handicapée. Et j'avais mis cette photo qui existe, il est toujours là. C'est un ascenseur qui se trouve à Lille dans un gros centre commercial. Je suis lilloise, donc je le vois régulièrement, cet ascenseur. Et il y a quelques années, j'étais un petit peu en meilleure forme, donc je pouvais prendre cet ascenseur. Alors il fallait que j'aille en fauteuil roulant, j'avais un fauteuil roulant manuel. Il fallait que je prenne ma canne, que je monte les petites marches, que mon conjoint monte le fauteuil. Donc en soi, c'est accessible, selon la définition du Robert, c'est accessible. Alors déjà pas toute seule. Et puis, non, je suis désolée, c'est quoi cette idée à la con? Ah ouais, d'accord, on n'est pas venu pour parler que de bâtiments. Je pense que vous êtes tous développeuses, développeurs, designers, je ne sais quoi, mais vous bossez dans l'IT, vous ne designez pas de bâtiments. Et c'est pas pour autant qu'on fait pas les mêmes erreurs. Alors, de la même manière qu'on a mis des lois pour l'accessibilité des bâtiments, on en a mis pour l'accessibilité des sites internet. Notamment récemment, en 2025, on va appliquer ces règles pour toutes les organisations qui ont plus de 10 salariés, de 10 personnes dans leurs équipes, et qui font plus de 2 millions de chiffres d'affaires. Aussi les sites publics et tout ont dû être mis aux normes. Et le problème, c'est que moi, j'ai peur que l'accessibilité de l'ascenseur que vous avez vu juste avant, ce soit un petit peu la même chose qui arrive dans le web. Moi, je fais pas d'accessibilité. C'est pas trop le cœur de mon métier. Mais j'ai vraiment de grosses craintes. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai la chance de pouvoir parler en conférence. Et je veux prendre cette chance-là pour me placer du côté de vos utilisateurs et de vos utilisatrices qui potentiellement vont arriver à des situations où on va se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pensé à moi. Et ce type de situation est quand même très chiante. J'ai pensé cette conférence la première fois parce que j'avais pris le train pour partir en vacances voir une amie. Et j'allais à Montpellier, donc de Lille, c'est 5 heures de train. Et il s'avère que j'ai pas pu aller aux toilettes pendant 5 heures. Donc déjà, aller aux toilettes quand on est en fauteuil roulant dans un train, c'est presque les Jeux paralympiques, quoi. C'est assez sportif. Mais quand les gens sont pas hyper autour, sont pas en plus très civilisés, ils ont tendance à utiliser les places PMR pour mettre des valises. Donc je pense pas que les valises soient handicapées. Mais c'est un truc qui m'a fait beaucoup réfléchir sur le fait que en fait on peut designer quelque chose d'accessible, enfin presque, et que derrière ce soit il faut que juste un grain de sable pour que le truc soit totalement pourri pour les utilisateurs. Et je me suis dit ouais, bon. Et ça, faut que je rappelle aux développeurs et aux développeuses et aux designers et aux designeuses, parce qu'en fait on crée des outils nous aussi. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc ça, c'est aussi votre responsabilité de rendre les sites vraiment accessibles. Les termes d'accessibilité, c'est pas mon préféré. Donc déjà parce que, voilà, quand on voit ce qu'on en fait, c'est bof. Mais parce qu'il y a aussi cette notion de c'est accessible, mais j'ai un traitement des fois tellement différent que finalement, non, c'est pas accessible pour moi. Ici, vous auriez des étudiants qui seraient là. Comment ils travaillent, les gens en fauteuil roulant ici? Vous pouvez pas sortir votre PC, le mettre sur vos genoux. Enfin, l'expérience, vous pouvez pas tenir une journée de cours comme ça. Et ça, je trouve que c'est totalement aberrant.
Alors oui, ils ont pu rentrer dans la salle. C'est génial, hein, on a pu tous rentrer en salle avec notre fauteuil roulant. C'est très cool. Mais derrière, on devrait pouvoir avoir accédé à un même niveau de service que les personnes qui sont valides. Donc moi, je m'appelle Tanlan Doublier. Je suis AI ingénieur chez Second Brain, donc je fais plus trop de web. J'en ai déjà fait dans ma vie, donc j'en connais assez pour dire, punaise, ça a été fait avec les pieds. Mais ne me demandez pas de conseils pour rendre vos sites accessibles parce que je suis pas sûre que je sois très à jour et je fais des fonds dégueulasses, quoi. Je suis aussi organisatrice dans une conftech qui s'appelle Clone Nord et je fais partie d'un groupe en non-mixité choisi de femmes et de minorités de genre qui s'intéressent à la tech avec Jacqueline qui est ici présente. Et moi, je cumule plusieurs handicaps parce que la vision souvent qu'on a de l'handicap, c'est un fauteuil roulant. Bon, je l'ai, hein, j'ai droit au full package. Je suis sourde profonde aussi depuis que j'ai 12 ans. Donc c'est pour ça que ça ne s'entend pas. J'ai eu le temps d'apprendre à parler sans accent. Et j'ai un handicap moteur au niveau du côté gauche. J'ai une maladie assez impactante qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos qui impacte en fait le collagène. Le collagène, c'est un peu le ciment de votre corps. Et moi, le ciment, il est un petit peu pourri. Donc il y a plus de trucs qui fonctionnent pas que de trucs qui fonctionnent, en gros. Et j'ai de l'endométriose, on en parle beaucoup, donc ça joue aussi sur des douleurs, de la fatigue. Et j'ai découvert il y a 2 semaines que j'avais un TDAH, donc je dois avoir depuis que je suis gamine, hein, mais j'avais juste remarqué que je perdais très souvent mes clés et que je faisais beaucoup d'erreurs d'inattention. Mais avoir ce diagnostic-là m'a permis aussi de comprendre pourquoi, des fois, quand je me balade sur le web, je comprenais pas pourquoi certains sites fonctionnent pour des gens normaux et que moi, clairement, j'arrive pas à me focus dessus, quoi. Quand vous mettez des animations partout, c'est génial, hein, mais c'est joli, hein, les petits pop-corn, les petits machins, mais sérieusement, j'arrive pas à me concentrer. Donc, je zappe. Alors, quand on parle d'handicap, déjà, c'est pas que le fauteuil roulant, vous l'avez compris, j'espère. Mais on a tendance à avoir cette vision d'une classification des handicaps par des petites cases comme ça, une maladie invalidante, un handicap psychique. Même moi, dans une autre de mes conférences que je fais sur l'IA et l'handicap, j'utilise ce type de classification. Et en fait, quand on voit ma présentation et les réflexions que j'ai eues ces derniers temps, j'ai dit mais c'est un peu pourri cette classification. Parce que déjà, ça met les gens dans souvent une case. Et de l'autre côté, il y a ce côté de se dire, ça oublie une chose qui s'appelle notamment les comorbidités. Donc le fait que vous pouvez avoir plusieurs pathologies qui soient connectées les unes aux autres. Et ça oublie que vous avez un impact en fait de l'handicap, même si vous êtes, par exemple, si on n'a pas un handicap psychique, on peut être fortement impacté dans notre morale, par l'handicap. Donc c'est pour ça que moi, ça j'aime pas. Mais la définition de handicap, normalement, c'est la capacité à faire la même chose à peu près que tout le monde, les actes de la vie quotidienne, donc se déplacer, se faire à manger. Et finalement, il y a tout le monde qui peut être... Alors, il y a tous des débats autour de personnes en situation de handicap, personnes handicapées. Handicapé, pour moi, c'est pas une insulte. Hein. Soit disant, la question, je dirais qu'il faut plutôt laisser les gens concernés se définir comme ils veulent. Moi, j'ai aucun souci avec le terme handicapé. L'handicap, pour moi, n'est pas situationnel dans mon cas. Il l'est peut-être pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui peuvent aussi comparer l'handicap à je me balade dans la rue avec ma fille qui est en poussette et moi aussi je suis gênée par ces trottoirs qui sont pas abaissés. Moi aussi, si j'ai mon enfant dans les bras, j'ai pas eu l'usage de mon bras. Donc, si vous aidez les personnes qui sont handicapées, vous allez aider aussi une grande partie de vos utilisateurs qui peuvent avoir un problème. Je sais pas, je me suis cassé un bras, j'arrive pas à utiliser ma souris. Normalement, vous devriez pouvoir naviguer normalement sur le web. Alors, je vais vous donner quelques situations de pourquoi je suis un peu colère. Il y a quelques semaines, j'étais à BDX.io, qui est une super conf, une super orga. Par contre, Bordeaux, je vous déconseille, il y a des trottinettes électriques qui se baladent et il y en a une qui m'a foncé dans le pied. Alors oui, je suis en fauteuil roulant. Je vous assure, le médecin aux urgences était mort de rire. Et quand on est arrivé à cet hôpital,
J'étais avec ma co-conférencière qui s'appelle Emmanuelle Aboaf, qui est une super fille, qui est développeuse senior full stack. Le seul truc, c'est qu'elle est sourde aussi. Donc, vous imaginez, on arrive, moi avec mon tank, Emmanuelle à côté de moi dans le petit bureau des urgences. Et puis, Emmanuelle, elle s'approche du monsieur de l'accueil et elle lui dit bon alors, bonsoir monsieur. Il était 22h. Hein. Bonsoir monsieur, il va falloir parler fort et bien articuler parce qu'on est sourdes toutes les deux. Alors, je sais pas si vous imaginez la tête du type, mais il en menait pas large, il nous a regardé, il a fait une tête un peu bizarre, et il s'est dit, qu'est-ce que c'est ces deux bonnes femmes qui arrivent dans mon bureau? Et là, on s'est dit, ça va être compliqué. Donc, il a commencé à hurler. On n'hurlait pas, hein, ça nous aide pas à mieux comprendre. On utilise un peu la lecture labiale, donc ça modifie fortement la lecture. Et c'est arrivé la question de la personne de confiance. Alors moi, je le regarde, je lui dis, il y a Emmanuelle, elle est là. Et puis il me regarde et il me fait, non, mais je veux quelqu'un qui entend. Non, mais c'est pas parce qu'on est sourde qu'on peut pas utiliser des moyens de communication modernes, hein, je vous assure. On fait des visios. Emmanuelle a des implants cochléaires, elle peut répondre au téléphone. Et non, il a refusé. Alors j'ai dit, il y a mon conjoint, mais il est à Lille. Elle me regarde, ah non, il me faut quelqu'un sur Bordeaux. Je suis désolée, déjà, visiblement, il avait loupé un truc, c'est que moi, je voyage pour le travail, je vais pas prendre mon conjoint partout avec moi, quoi. J'ai pas de place dans ma valise. Donc, ça donne vraiment une notion de valid spreading, quoi. C'est l'hôpital, c'est quand même un lieu qui va accueillir des personnes handicapées. Et derrière, ils n'ont pas de connaissance de l'handicap, ils ont cette notion de une personne handicapée, c'est forcément une personne qui n'est pas autonome. Je suis à peu près autonome. Bon, il y a des moments où je me foire un peu, mais la plupart du temps, je me gère très bien quand je vais en conférence toute seule. Et après, vient le moment où on va dans le côté des urgences pour recevoir des soins. Emmanuelle a dit, est-ce que je peux l'accompagner parce que on a une journée de conférence. Je pense que tout le monde ici est d'accord, les conférences, c'est génial. Mais à la fin de la journée, vous êtes sur les rotules. Nous, quand on n'entend pas bien, c'est encore pire. Parce qu'il faut compenser notre manque d'audition par beaucoup de concentration, par la lecture labiale, par reconstituer à peu près les phrases dans notre cerveau, parce que sinon, c'est un petit peu une soupe, quoi. Et on nous refuse ça, parce qu'on nous dit, ah non, le process, c'est ça. Et puis de toute manière, vous lisez sur les lèvres. Alors oui, je lis sur les lèvres, mais clairement c'est pas parfait. Hein, c'est pas, j'ai pas remplacé mes oreilles par mes yeux. Ça marche, c'est coûteux en énergie et clairement c'est pas parfait. Donc à deux, on aurait eu quand même plus d'informations. Mais quel est le rapport avec le web? Non, mais parce que ça, en fait, je le vois aussi sur le web. Hein. C'est qu'on a tendance à faire pas mal de présomptions sur nos utilisateurs et nos utilisatrices. Déjà, quand on parle d'accessibilité dans le web, les 3/4 du temps. Moi, on parle de contraste, on parle de taille de caractère. C'est cool. Mais je suis désolée, il n'y a pas que les personnes... alors, j'ai un petit problème, mes slides ne sont pas dans le bon ordre. Mais les personnes ne sont pas forcément non ou malvoyantes. Par exemple, moi, je sais que mon expérience du web est fortement influencée par le fait que j'entends pas bien. Donc, le sous-titrage, c'est hyper important. Dites-vous que ça fait que quelques mois que j'ai l'impression que les podcasts existent. Parce que les podcasts, ça nécessite d'écouter. Alors oui, j'ai des appareils auditifs, mais clairement, rester 1 heure à me bouffer les 3/4 de mon énergie pour comprendre un podcast, je zappe. Je préfère regarder une vidéo ou lire un article. Donc, niveau numérique, on a vraiment tendance à faire ce type de supposition, ou alors un autre type de supposition qui arrive fréquemment, c'est de se dire « Ouais, mais mes utilisateurs ou mes utilisatrices, ils sont pas handicapés. » Déjà, on estime que la moitié des Français seront au moins en situation de handicap de manière temporaire. Il y a 50% qui seront au moins en situation de handicap temporaire dans leur vie. Ça fait la moitié des gens quand même, donc il y a quand même de fortes chances qu'ils arrivent sur votre site internet. Hein. Je suis désolée. Et en fait, on fait la même chose dans le numérique qu'on fait avec les fauteuils roulants dans la vie. Quand on parle d'handicap, pour une personne lambda, il voit un fauteuil roulant. Dans le web, tu vois une personne non-voyante. Et petit disclaimer, la technologie ne nous rend pas valide.
Alors moi j'ai un super fauteuil qui me permet de me déplacer, mais je peux pas monter les escaliers pour aller à l'autre amphi avec mon fauteuil. Et de la même manière, lance-toi, mais il veut pas se lancer. Je suis désolée. Pourquoi ça veut pas? Je sais pas pourquoi ça veut pas. Comme si tu étais en mode présentation. Ouais. Comment tu peux enlever ça? Ah, peut-être là. Attends. Mince, je reviendrai. Et si tu spoil ma présentation... Pense là? Oui. Non, peut-être pas... Ah ouais, non, je vais pas vous dire chute. Vous êtes déjà silencieux, donc j'espère que je vous endors pas. C'était pas ça? Non, bon. C'est marrant, ça a marché à Strasbourg. Pourquoi ça marche pas ici? Vous avez des mauvaises ondes ici à Dijon? Quoi? Je saurais pas te dire. J'arrive. En gros, j'adorerais vous montrer cette vidéo. Et ça va compliquer ma présentation. Ah, attendez. Oui! Miracle! Désolée. Je suis très... Ah, par contre, le son, il est pas... Ah ben, apparemment non. Ah, sinon c'est bien, vous allez être tous sûrs pour la présentation. Moi je kiffe, hein, c'est immersif, c'est plutôt cool. Ah, je suis sur Ubuntu, je suis désolée. Oui, mais pour des soucis de compatibilité, c'est pas le top, quoi. Je vais avancer et puis je reviendrai sur cette vidéo parce que pour moi, elle est vachement importante. Hop. Touc, touc, touc. Donc, ouais, il y a une autre chose. Ces derniers temps, je fais pas mal de conférences, comme aujourd'hui. Et un autre truc qui m'en fait, c'est les hôtels. Parce que les hôtels, ils ont des chambres accessibles PMR. Donc, on se dit, cool, c'est accessible. Alors non, c'est plutôt l'horreur. Déjà, les portes, une fois sur deux, c'est une porte coupe-feu qui pèse 3,5 tonnes. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un petit problème hauteur, donc ça touche aussi mes bras, donc un peu relou, j'arrive pas à ouvrir les portes. Et puis, pour les gens en fauteuil manuel, ils se sont pas dit que... Je sais pas, on n'a pas 3 bras, hein, donc comment vous faites avancer votre fauteuil et vous ouvrez la porte qui pèse 3,5 tonnes. Déjà là, je me dis merde, qu'est-ce qu'ils ont foutu encore? Et après, pour réserver, il faut passer par des sites internet. Alors là, déjà, les orgas, ils doivent me dire, ouais, elle a déjà fait une merde. Enfin, c'est pas très poli de me dire une merde, je suis désolée. C'est que j'ai dû contacter les orgas de Dijon, de DFS Dijon, il y a quelques jours. J'avais réservé sur internet, tranquillement, ma chambre d'hôtel PMR. Et j'avais reçu une confirmation et tout, j'ai payé, nickel. Je me dis, c'est bien, tout est paré pour que j'aille à Dijon dans de bonnes conditions. Sauf qu'on m'a téléphoné, donc en plus je suis sourde, donc une fois sur deux je loupe l'information. Puis j'ai reçu un mail. En fait, on a un petit problème dans nos chambres PMR, elles peuvent pas vous accueillir. Donc je me retrouve la veille d'arriver à Dijon à devoir chercher un nouvel hôtel. Je connais pas du tout la ville, donc en plus je sais pas si je vais pas rester coincée devant un trottoir ou pas avant de venir en conf. C'est hyper stressant. Et il y a quelques semaines, j'étais à Paris et j'ai fait l'expérience de l'alarme incendie. Quelqu'un qui a voulu faire griller une tartine un petit peu trop et qui était plus en train de faire du charbon. Sauf que moi, j'ai compris quelque chose de vachement important à ce moment-là, c'est que visiblement, quand on est les chambres PMR, c'est pour les handicaps au sens large, parce que pour eux, les personnes sourdes, c'est des personnes à mobilité réduite. Parce que j'ai compris que c'était les seules chambres où vous aviez un signal lumineux pour vous informer qu'il y a un incendie en cours. Et en fait, j'étais tellement pas au courant que moi, quand ça s'est mis à clignoter dans ma chambre, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Le réveil ici, il est quand même vachement violent. Donc, je réfléchis. Bon, en plus, ça arrive à 6h du matin. J'avais une presse à 8h, donc j'étais pas bien réveillée. Donc, j'ai dit, mais je vais quand même mettre les appareils parce que ça me paraît louche, ce truc qui clignote.
Et en fait, c'était une alarme incendie. Donc j'ai pu sortir, mais je me suis dit, est-ce qu'ils se rendent compte que la plupart des personnes sourdes se considèrent pas comme des personnes à mobilité réduite et en fait vont pas demander ce type de chambre? Déjà, c'est totalement aberrant parce qu'il y en a pas beaucoup. Alors, est-ce que des personnes qui peuvent prendre une chambre à peu près normale, seraient pas mieux dans une chambre à peu près normale et vous leur mettez le même système? Et là, je me suis dit, mais merde. Hein. Et puis, la question de l'accessibilité sur les sites internet est aussi totalement floue. Vraiment, quand vous faites un truc, votre contenu qui soit clair, hein, parce que moi, j'en ai marre de réserver des choses et puis d'arriver et puis de devoir contacter les orgas à la dernière minute. Je veux bien venir à DevFest Dijon, mais là, je sais pas où je vais dormir, quoi. Oui, c'est moi. Et puis, le plus gros morceau, mes amis de la SNCF. Enfin, mes amis. Je prends beaucoup de train, je voyage beaucoup, c'est très cool. J'adore voyager, hein. Je pensais que je voyagerais plus à partir du moment où je suis arrivée en fauteuil roulant. Et encore moins toute seule. Donc c'est très cool de pouvoir voyager seule. Par contre, ne faites pas des parcours utilisateurs comme celui de la SNCF, s'il vous plaît. Bon, je parle pas du fait qu'il faut rentrer la destination avant de rentrer de là où vous partez. Je pense que tout le monde s'est foiré au moins une fois. Pour le coup, valide comme personne handicapée, on est sur le même chemin. Mais quand on est une personne en mobilité réduite ou qu'on est une personne handicapée au sens large, il faut réserver une assistance chez la SNCF. Déjà, il faut pas louper les petites cases à cocher pour que votre ticket soit bien un ticket qui vous permet d'avoir un endroit pour votre fauteuil roulant, parce que les places fauteuil roulant se trouvent en première classe. Il doit y en avoir à tout casser 6 ou 4 par train. Donc déjà, ne partez pas avec vos amis handicapés parce que il y a de fortes chances que vous remplissiez soit les trains, soit qu'il y en a qui restent sur le quai. C'est du vécu. Hein. Et déjà, c'est une charge mentale de fou. Faut arriver une demi-heure avant le train, même si c'est pas un Ouigo, et vous payez le même prix que les autres, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Et s'il y a un retard, vous risquez de ne pas avoir d'assistance parce qu'on va vous dire ah oui mais l'assistance elle est pas réservée pour cette heure-là. Bah ouais mais bon moi j'allais pas prévoir que ma réunion allait durer et je pense que comme toute personne, les réunions c'est des fois un petit peu imprévisible. Donc je trouve que c'est aberrant de payer le même service pour une expérience qui est fortement dégradée. Et alors, ils ont plein de bugs. Et puis, ça, c'est le formulaire quand vous devez remplir les petites cases pour demander l'assistance. Donc, une fois que vous avez trouvé le formulaire, moi, je suis obligée de googliser une fois sur deux parce que je le trouve pas. Et puis, là, ils se disent, faut choisir 2 handicaps maximum. Et je fais quoi des autres? Je les laisse sur le quai et puis je me dis, c'est bon... Non mais je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens, mais visiblement les neurones s'étaient pas bien connectés, donc j'ai toujours pas compris ce que je faisais de mes autres handicaps, mais bon bref. Visiblement la SNCF, ils sont miraculeux, vous avez plus que 2 handicaps à partir du moment où vous rentrez dans votre train. Et puis c'est un peu pourri quoi. Déjà, avant il y avait un système, c'est qu'on pouvait quand même, ils ont un dossier, ils ont des bases de données. C'est un truc merveilleux hein, quand même, les bases de données, on vient pas de découvrir ça. Mais moi, à chaque fois que je fais cette assistance-là, il faut que je remplisse ces informations sur mon fauteuil roulant. Donc si je prends 10 trains dans l'année, ou même 4 trains dans un mois, ce qui m'est déjà arrivé, à chaque fois il faut que je coche les tailles, que mon fauteuil roulant il est dans la bonne taille, que c'est un fauteuil roulant électrique. Avant ça, c'était des informations qui étaient en base de données et ils pouvaient nous retrouver. Ils nous retrouvent encore par téléphone, mais pas par le site internet. Il faut recocher les cases. C'est chiant. Il faut redonner les informations. Ah oui, je vous ai loupé. Il faut redonner à chaque fois toutes les informations, même si vous avez acheté un billet. Il faut redonner votre nom, votre numéro de téléphone et tout ça. Et puis, c'est pénible, quoi. Et normalement, on peut saisir la référence du billet. Une fois sur 5, ça fonctionne. Mais les 4 autres fois, vous vous retrouvez à devoir prendre votre billet, regarder de là où vous partez, de là où vous arrivez, et l'heure du départ, et l'heure de départ. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça hyper pénible. Enfin, vous demandez à des gens qui sont déjà dans une situation qui est pas la plus optimale de faire 26 000 actions pour pouvoir avoir un service dégradé. Faut pas déconner. Alors, on va faire des petites démos. Ouais, on va tenter la vidéo si vous le sentez, moi ça me va. Hop. Elle est où? Ici.
Ah, Tac. yeah. Vous êtes prêts? C'est bon. C'est pas très feu magique. Oh. On reprend ici. Attends, c'est du micro. Il faut aller. Ouais. Alors ça, c'est une vidéo que j'aime bien parce que souvent les gens me disent « Ah ouais, mais t'as des appareils auditifs, donc c'est bon, t'es plus handicapé. » Bon, si on fait abstraction du fauteuil et du reste. Donc là, c'est la simulation de quelqu'un qui a des implants cochléaires. Voilà, moi c'est aussi ce que j'ai tendance à faire. C'est bête, hein, mais j'ai plus l'habitude d'entendre beaucoup de bruit et les appareils auditifs ont tendance à amplifier tous les bruits. Et donc, je sais pas si vous imaginez, mais par exemple dans les couloirs d'une conférence tech, avoir l'amplification de tout le brouhaha des gens, ben moi ça me fait juste vriller. Vous allez me retrouver dans un petit coin en train de pleurer. C'est pas le but. Et donc c'est pour ça que même si les appareils auditifs sont une super aide, bah moi les 3/4 du temps on constate qu'ils sont dans la size speaker, dans mon sac. Quand je travaille c'est pareil, je les mets pour les visios et je les mets pas le reste du temps. C'est vraiment une aide, comme va l'être une canne, comme va l'être un fauteuil roulant, mais c'est pas un truc miraculeux quoi. Ouh, ah bah j'ai tout cassé, merde. Donc la technologie c'est cool, mais c'est des fois des propos que j'ai mais j'ai tout cassé. Ah non, ouais, mais c'est pas grave, comme je vais faire la démo. Est-ce que vous voyez toujours? C'est pas mal. Enfin, je vais pas faire la démo, ça me fatigue. Si j'arrive à mettre dessus. En fait, faire ses courses en ligne, c'est plutôt cool quand on est en situation de handicap. Enfin, notamment quand on est en fauteuil roulant, parce que sinon on est un peu limité quand même dans nos choix de produits. Hein, ce qui est trop, c'est un petit peu relou à attraper. Bon, j'ai la chance d'avoir un fauteuil qui se lève, mais c'est quand même chiant. Et ce qui est trop bas, ben, c'est souvent toujours trop bas. Donc, on peut faire nos courses en ligne. C'est cool parce que le web existe. Alors, il y a des sites très bien faits. Par exemple, là, on va aller sur le site de Naturalia. Et j'ai un ami qui a un handicap moteur beaucoup plus présent et qui doit naviguer au clavier. Donc, je lui ai dit, ah ben, c'est chouette. Il me disait, c'est super. Enfin, il était vraiment ravi de pouvoir faire ses courses. Et là, je vous fais une petite démo de... hop, si je me retrouve... Donc il navigue beaucoup au clavier et il m'a montré qu'il pouvait rapidement rajouter des produits dans son panier en appuyant sur la touche de tabulation et tout. Et il peut facilement naviguer par exemple sur le site de Naturalia. Ma copine Emmanuelle à Boaf m'a dit ah ouais mais il y a d'autres sites c'est pas pareil quoi. Et dans une de ses présentations, elle parlait par exemple de Biocop, donc qui est un concurrent Naturalia. J'ai voulu faire la même expérience. Et est-ce que quelqu'un peut venir là? Parce que comme ça, je ne truque pas ma présentation. Franchement, le web, ça n'a jamais tué personne. Enfin, je crois pas. Donc, n'hésitez pas. C'est pas vous qui l'avez codé en plus. Donc, n'hésitez pas. Je ne mords pas. Un volontaire? Merci. Ah ouais? Bah, tu vas voir. Vas-y. Rajoute ce que tu veux dans le panier. Je te demande, en utilisant le clavier, hein, pas la souris. Voilà. Ben, bonne chance maintenant. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Des mangues. Non, c'est pas la saison. Des citrons. Donc là, il est un peu lent. Je me suis paumé. Je suis reparti là-haut.
Non, mais voilà. Problème principal, le focus n'est plus visible. La seule manière que j'ai de le voir, c'est quand ça passe sur des liens. Il est impossible de naviguer au clavier. D'ailleurs, je me suis perdu. J'ai beau revenir en arrière. J'ai dû paumer le focus. Et pourtant, c'est dommage, quoi, parce que ce type de service, ça aurait pu justement permettre à mon ami de commander ses citrons et d'aller les chercher en magasin et donc de pouvoir avoir une expérience qui est à peu près la vôtre quand vous faites vos courses. Et c'est juste parce qu'on n'a pas mis d'accessibilité sur le site internet, quoi. Vous vous rendez compte qu'un truc qui pourrait changer presque sa vie, parce que faire ses courses il y a quelques années, quand on était en fauteuil, c'était quand même relou, du moins seul. Et bien là, c'est bloqué parce que on a oublié que les gens naviguaient des fois au clavier. Ça, c'est une partie du problème. Alors, je sais pas si on a discuté tout à l'heure avec des orgas et puis des personnes ici sur, vous avez vu, il y a un 3e amphi, juste après des escaliers que je peux pas prendre. Et on a demandé, ah ouais, mais c'est pas grave, il y a un chemin bis où vous faites le tour du bâtiment, quoi, pour arriver au 3e amphi. C'est souvent comme ça, hein, on aime bien les chemins bis. Et j'ai eu la même impression quand j'ai navigué sur le web. Donc le petit extrait là, c'était un extrait du film qui s'appelle Sound of Metal. Et un truc qui m'a pas mal plu quand je suis arrivée sur Prime Video, c'est que je pouvais régler mes sous-titres facilement. C'était accessible en 2 clics. J'ai dit, c'est trop cool, en fait, on peut régler les sous-titres. Parce que des fois, sur la télé, c'est un peu loin, donc je vois pas très bien clair. Donc j'ai dit, c'est trop cool. Et j'ai voulu faire la même chose sur Netflix. Alors j'en parle à Emmanuel. Et elle me dit, attends, je t'envoie le tuto. Attends, Emmanuel, on est toutes les 2 développeuses. T'es sûr qu'il faut un tuto pour régler les sous-titres ? Elle dit, ouais, sinon tu la trouveras jamais, la feature. Je vous rappelle qu'on est dev à la base. Hein. Alors, pour régler les sous-titres sur Netflix, il faut aller à l'autre bout de la terre. Je crois que c'est gérer les profils. Ah non, c'est pas gérer les profils. Ah si, non, c'est pas ça. Bon. J'ai perdu le tuto. Hein. Mais je l'ai fait faire à Strasbourg la semaine dernière. C'est pas moi qui le faisais, c'était les gens. Ils ont demandé à ChatGPT, ils ont demandé à Claude. Parce que de ma tablette, en fait, on n'y arrivait pas. On est resté pendant bien un quart d'heure, 20 minutes, comme ça, à chercher comment régler les sous-titres. Alors, je sais que c'est possible. Je l'ai fait hier. Mais j'ai oublié parce que la feature, elle est à l'autre bout de la terre. Ouais. Je crois que c'est quelque part, peut-être par là. Audio description, c'est pas mal. Bonne chance pour les gens qui cherchent l'audio description parce que pareil, c'est vachement bien rangé, hein, tout en bas là. Et on met pas les features d'accessibilité ensemble. Bref, vous trouvez ça... si quelqu'un veut... Ah, c'est peut-être dans compte. Je crois que c'était dans compte. Voilà. Alors, on va dans compte, modifier les paramètres. Et donc là, on a les langues. Et voilà, afficher les sous-titres. Et ben en fait, ouais, au début, il y avait besoin d'un tutoriel pour le faire. Et en fait, la feature est tellement cachée que si je l'avais pas vu sur Prime Video, je pensais pas qu'on avait un paramétrage des sous-titres qui était possible. Et vous, ça vous plairait de coder des features qui servent à rien ? Perso, moi, j'aime pas en tant qu'affaire. Si je fais des trucs, c'est plutôt pour que ce soit utilisé. Donc, ça, c'est un peu des trucs qui... Je pense qu'il n'y a pas eu de communication entre les personnes concernées et les designers, les développeurs. Parce que, pitié, quoi, arrêtez de mettre les features d'accessibilité à l'autre bout de la terre, quoi. Si même moi, en tant que développeuse, je suis obligée de prendre un tuto pour aller chercher les paramétrages des sous-titres, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est accessible, mais accessible un petit peu foireux, quoi. Et un autre truc qui m'énerve énormément, qu'on voit beaucoup sur le web,
Hop. C'est ces sous-titres mot à mot. Alors, on m'a dit, ouais, mais marketingement, c'est bien. Non, mais moi, je m'en fous du marketingement. Enfin, moi, j'en ai besoin, quoi. C'est pas négociable. Ça me rassure. Mais en fait, toi, tu peux avoir l'information de manière audio. Que moi, les 3/4 du temps, je l'ai pas. Donc, en plus, si je suis obligée de lire hyper vite, il y a aussi ça. Un autre truc que j'ai déjà vu qui me rendait un peu fausse, c'est les sous-titres qui se coupent au milieu de la vidéo pour te donner envie d'aller voir la vidéo YouTube. J'ai dit ouais non mais c'est pas comme ça que vous allez donner envie à vos utilisateurs quoi. C'est comme si on te donne un super gâteau mais qu'on te met une vitre devant ou qu'on me met des escaliers devant quoi. Ça marche pas. Ben, c'est pas qu'une question de pause, je vais pas faire pause toutes les 30 secondes à chaque fois qu'il y a un mot, donc c'est vraiment une expérience qui est hyper dégradée pour moi, alors qu'à la base, les sous-titres, c'est quand même un élément d'accessibilité qui est fort. Faut se dire que maintenant, il y a 70% du contenu sur Instagram qui est consommé sans son, et ça notamment grâce à l'avènement des sous-titres automatiques. Qu'on soit d'accord ou pas, les sous-titres automatiques, il y a des moments c'est foireux. Je suis d'accord, je suis la première à râler dessus. Mais ça a vraiment permis que beaucoup de contenus qui n'étaient pas accessibles avant pour les personnes sourdes et malentendantes notamment, mais aussi aux personnes neuroatypiques, le deviennent. Et donc c'est quand même assez génial. S'il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez taper sur l'IA, celle-là pour une fois, c'est pas trop mal quoi. Il y a aussi ce genre de sites qui sont pas mal parce que moi j'ai pas trop d'expérience de l'handicap visuel. Et j'ai pu tester avec IceView et Atalent. Après, ce genre de site internet, c'est plutôt chouette, mais ça vous rend pas... Faut pas vous dire que parce que vous avez vu ça, vous avez vu ce que c'est qu'être handicapé. C'est un peu comme quand vous avez des journées sensibilisation au handicap, je vous mets dans mon fauteuil roulant. Ben non, vous avez pas la même expérience que moi du truc. Parce que même si je peux me lever et marcher un petit peu avec ma canne, vous n'avez pas l'expérience des douleurs, de tout ça. Donc c'est pas mal, ça permet de se projeter un petit peu, ce genre de stimulation, de se rendre compte de certaines choses, par exemple que les handicaps visuels sont différents et des fois ils vont même pas très bien ensemble. Quand vous avez une personne qui ne voit pas le tour de l'écran et une autre qui voit que le centre, ben, concrètement... vous pouvez vous dire que c'est accessible, mais ça va être accessible peut-être pour l'une ou l'autre des personnes, quoi, puisqu'elles n'ont pas du tout la même vision. Et le takeaway. Alors l'inaccessibilité, c'est partout. Je préférais presque qu'on parle d'inaccessibilité qu'on parle d'accessibilité. Moi, franchement, l'accessibilité, je la cherche les 3/4 du temps. Même quand on dit que c'est accessible, maintenant je me méfie. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, quand j'ai commencé à être en fauteuil roulant, où j'avais tendance à foncer et me dire, au pire, tu prends sur toi. Ou alors les gens qui me disent, non, mais si c'est pas accessible, fais-le remonter. Ben, je suis désolée, mais j'ai pas envie de passer ma vie à faire remonter des trucs parce que je passerai mon temps à écrire des tickets et, enfin, je sais pas, moi, je suis dev, hein, les tickets, ça me saoule un peu. Les handicaps, c'est un mot valise, mais il y a tellement de situations différentes, donc c'est bien qu'il y ait des règles, mais il faut rester critique et humble. Je pense pas qu'on arrive à faire un truc accessible à tout le monde. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc faites les choses de manière intelligente. Laissez des canaux de communication possibles, pas juste un formulaire qui soit par exemple visuel, par exemple un mail. Vous pouvez peut-être laisser un numéro de téléphone pour les personnes qui ont besoin de communiquer par la voix. Et de l'inverse, ne mettez pas juste une voix. La SNCF fait ça. Par exemple, il y a une ligne d'urgence pour les personnes handicapées dans un train si elles sont bloquées. Et cette ligne d'urgence, à partir de 9h le soir, elle est que téléphonique. Ben, une fois, ils m'ont oublié dans un train. J'étais toute seule. C'était un peu folklorique parce que j'étais fatiguée. J'entendais pas ce qu'ils me disaient. J'étais paniquée en train de me dire, vous m'avez oublié dans le train, les lumières se sont éteintes, je suis toujours dans le train. et en fait, non, c'est pénible et c'est hyper, c'est horrible comme situation. Vraiment, je déconseille fortement l'expérience de rester dans un train tout noir. Et oui, n'hésitez pas à demander l'avis des personnes concernées, embaucher des personnes concernées.
c'est bête, hein, mais vous avez une personne handicapée dans votre équipe et puis vous réservez au resto, vous vous rendez compte que le resto qui vous avait dit que c'était accessible, il y a une marche. Bah, vous allez réfléchir à 2 fois avant de faire des trucs inaccessibles parce que vous vous rendrez compte que vous êtes bloqué et que c'est super chiant. Même dans les groupes de meet-up où je suis, on essaye d'avoir plus d'inclusion parce que on se rend compte que quand on dit oui, mon meet-up est accessible, mais les toilettes ne le sont pas. Bon, je fais un focus sur les toilettes, hein, je suis désolée, mais c'est quand même assez pénible de pouvoir se dire que moi je vais boire ma bière comme tout le monde, mais je pourrais pas aller aux toilettes, quoi. Et merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur Blue Sky et sur LinkedIn. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voyager dans d'autres pays avec une meilleure accessibilité ou enfin en tout cas une meilleure expérience? Je sais pas, des trains allemands par exemple ou Ils sont pas réputés pour être plus accessibles. ailleurs, je sais pas. J'ai vu par exemple des personnes qui parlaient du train dans les Pays-Bas. Oui, c'est bon. Au niveau des Pays-Bas, par exemple, la personne était très étonnée parce qu'en fait, elle avait pas besoin d'arriver une demi-heure en avance. 5 minutes avant que le train parte, quelqu'un arrivait avec la rampe et puis lui mettait la rampe. Donc en fait, c'est possible de faire mieux. J'ai pas eu trop l'occasion de voyager ailleurs parce que mon état de santé est quand même assez précaire et donc déjà pouvoir voyager comme je le fais en France et notamment aller autant en conférence, je trouve que c'est une chance énorme. Je pensais pas que c'était possible quand mon état s'est dégradé. Donc c'est une next step, mais pour l'instant je me sens pas encore de le faire. D'accord, merci. D'autres questions? J'espère que je vous ai pas complètement miné le moral. Franchement, c'est déjà génial, hein, des fois ce que le web nous apporte en termes d'accessibilité. Hein. Bonjour, j'ai plusieurs questions. D'abord, comment motiver les décideurs? Est-ce que l'effort est à faire du côté réglementation? Est-ce qu'elles sont trop incomplètes ou est-ce que c'est plutôt du côté des entreprises? Moi, je pense que c'est du côté des entreprises. Je trouve que c'est bien qu'il y ait une législation, ça permet une prise de conscience, notamment au niveau des décideurs. Mais il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Je pense que comme là, l'exercice que je fais là aujourd'hui, je me place pas trop comme développeuse, vraiment plutôt comme utilisatrice. Et je pense que les gens sont pas bêtes, même les décideurs, si on leur montre que leur truc est inaccessible et que derrière ils perdent potentiellement des clients. Ça fait un peu plus réfléchir que de vous dire où vous allez perdre beaucoup d'argent parce qu'il y a des grosses amendes. Mais la notion d'argent est toujours hyper importante. Donc se dire que c'est des clients que vous perdez. Avant, j'avais tendance à faire l'effort, comme je disais tout à l'heure, sur un magasin qui est inaccessible, de dire je descends de mon fauteuil, quelqu'un porte mon fauteuil. Bon, celui-là il fait 150 kilos, on oublie, mais mon fauteuil manuel. Et je me remets dans mon fauteuil, je me débrouille. Maintenant, j'ai tendance à ne plus faire aucun effort. C'est pas accessible, je rentre pas. Ok, merci. Et deuxième question, est-ce que vous avez pris connaissance de la démo de GPT-4o par OpenAI? Et est-ce que vous y voyez des applications pour traiter des problèmes d'accessibilité numérique à large spectre? Et est-ce que vous y voyez des limites, éventuellement? Alors là, c'est un gros sujet. Oui, j'ai vu la démo. Il y aura des applications, notamment quand je pense par exemple aux lunettes de Ray-Ban, tu vois, qui ont été faites avec Meta, où ça permet à des personnes non ou malvoyantes d'avoir une description de l'environnement. Je trouve ça génial. Par contre, le problème de l'IA, ça va toujours être les questions de fiabilité. Si quelqu'un dit si on utilise ça pour par exemple lire si le feu est rouge ou vert et que le truc se trompe, potentiellement vous avez quelqu'un qui est écrasé sur la route, quoi. C'est pas terrible. Ne transformez pas les gens en pancakes. J'ai toute une conférence sur l'IA et l'handicap que je fais avec Emmanuel Aboaf, où justement on parle de ces questions de fiabilité. On essaye de mettre de l'intelligence artificielle partout. Je suis pas sûre que ce soit la solution. La solution, c'est de remplir les besoins. Ça peut être un moyen, mais c'est pas forcément toujours le bon. Tu parles dans, par exemple, quoi plus précisément,
C'est vrai que pour naviguer physiquement, c'est un autre problème. C'est pas forcément. Même dans le web, en fait. Moi, je vais parler de l'avis d'Emmanuel, qui n'est pas le mien. Enfin, j'ai pas trop de questions là-dessus parce que moi, comme je t'ai dit, je suis plus côté IA vraiment que du côté web. Mais ça peut aider. Ça peut t'aider à faire des tests, par exemple. Mais ça remplace pas vraiment le travail qu'on fait en tant que développeur. Que ça remplace pas le travail que font les experts en accessibilité. Il faut vraiment rester très critique sur ça. L'intelligence, et puis il n'est pas fait pour ça. Il n'a pas été développé pour ça aussi. Merci. Tout d'abord, bravo parce que je me rends compte encore une fois que quand on a un handicap, on est un peu plus dégourdi que beaucoup d'autres, quoi, déjà. Et est-ce qu'il y a des normes des conseils en HTML par exemple pour aider Alors là, je vais te renvoyer vers la conférence d'Emmanuel à Boaf. Elle a fait une conférence sur qu'est-ce qu'on peut mettre en termes d'accessibilité dans l'HTML. Moi, je fais plus du tout de web, donc j'avoue que j'ai dû faire du web très inaccessible, hein, comme quoi les cordonniers sont très mal chaussés. C'est vraiment des compétences à part entière. Je trouve que c'est dommage qu'elles soient négligées souvent dans les cursus de formation des développeurs et des développeuses. Mais des fois, c'est des choses très simples qui sont mises en place côté HTML. Mais je suis pas la spécialiste du sujet. Vraiment, n'hésite pas à contacter Emmanuel ou à regarder sa conférence. Elle est très très bien. Oui, oui, oui. Bonjour. Il existe, je sais qu'il existe des applications en ligne pour évaluer l'accessibilité de sites internet comme le contraste des couleurs ou la taille des polices. Mais par exemple, l'exemple que vous nous avez donné, est-ce qu'il existerait un outil en ligne pour évaluer un peu plus précisément l'accessibilité d'un produit ? Alors, je pense pas. Je pense que ce qui marche le mieux, ça reste quand même l'humain. Il y a beaucoup de bon sens, hein. On parlait avec une autre speakeuse hier de, par exemple, les altimages. Et elle disait, mais ce serait trop bien. Et un autre speaker m'a fait la même remarque ce matin quand je suis arrivée dans la salle des speakers. Ce serait trop bien une IA qui permette de faire le altimage à notre place. Et en fait, il y a une question de contexte aussi derrière. Et donc, on arrive à la limite des outils. Même à la limite des fois de l'expertise humaine. Je pense que ce qui marche, c'est d'avoir l'avis de plusieurs personnes, notamment des personnes concernées. Et ça, pour l'instant, on ne peut pas le remplacer sur les machines. Vous auriez une idée avec les contrastes, mais ça concerne vraiment qu'une partie de vos utilisateurs et pas tous. Ok, merci. Il y a un outil qui s'appelle Askatasun. Askatasun ? A-S-Q-A-T-A-S-U-N. Ouais. Qui fait, je crois, ce genre de truc. D'accord. Mais c'est limité. Oui. Ouais, ok. Merci beaucoup. Ah, pardon. En tout cas, merci d'avoir écouté, d'avoir été présente. C'est la première fois que je donnais en conférence ce talk, donc je suis un peu effrayée. Moi, j'ai une question. Oui. Vous parliez tout à l'heure de sites web un peu catastrophiques en termes d'accessibilité comme Biocop. À l'inverse, si je suis développeur et que je veux m'inspirer de quelque chose qui marche bien et qui est bien fait, est-ce que vous avez des exemples de sites web qui sont plutôt pas mal foutus en termes Franchement, la d'accessibilité ? navigation sur Naturalia est hyper aisée pour du moins cette partie au clavier. Après, comme je fais pas beaucoup de web, j'ai pas creusé le sujet de quel est le site le plus accessible. Je pense que même, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accessibilité, c'est un but, enfin, c'est un espèce de goal. Mais vous aurez toujours quelqu'un qui va arriver avec ah ouais, mais moi je peux pas utiliser ça. Il y a tellement de trucs différents en termes d'accessibilité. J'ai vu que certaines manettes de fauteuil roulant comme là, celle qui me permet de me déplacer, elles peuvent servir à contrôler un ordinateur. Donc c'est difficile de prévoir tous les cas. Par contre, n'hésitez pas, c'est toujours à laisser des portes d'entrée pour que vos utilisateurs vous fassent des retours. Merci. D'autres questions ? Bon. Eh ben, merci beaucoup.